Madame la ministre, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer la biodiversité et la stratégie nationale et diplomatique de la France pour la préserver. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qui constitue en quelque sorte l'ADN de notre commission, car nous sommes à double propulsion. Parallèlement à l'aménagement du territoire, le développement durable est au centre de nos préoccupations et nous sommes vigilants à la bonne articulation de ces deux thématiques. L'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale est en effet plus que préoccupante. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et services écosystémiques, qui constitue ce que l'on pourra appeler le GIEC de la biodiversité, a alerté dans son rapport d'octobre dernier sur les liens entre perte de biodiversité et pandémie. Nous savions déjà que la biodiversité rendait de nombreux services à l'homme, en contribuant notamment à la diversité de notre alimentation et à l'habitabilité de notre cadre de vie. Mais là, nous prenons conscience que des pandémies plus fréquentes, pandémies meurtrières et coûteuses, adviendront si la biodiversité continue à décroître. Les experts à l'origine de ce rapport estiment que la mise en œuvre d'une stratégie visant à réduire les risques par la création d'aires protégées et de modes de production et de consommation plus durables aura un coût bien plus faible que les épidémies qui pourraient advenir. Plus que jamais, il importe d'être ambitieux. La France doit s'appuyer sur la stratégie cohérente et concertée avec nos voisins et les autres pays, car les écosystèmes n'ont que faire des frontières humaines et les problématiques sont transnationales. Ce sera d'ailleurs l'enjeu de la COP15 sur la biodiversité, dont nous venons d'apprendre le report, qui devrait avoir lieu finalement du 11 au 24 octobre prochain à Kunming, en Chine, afin de fixer la nouvelle feuille de route et un cadre global pour protéger la biodiversité. La présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 pourrait également être un temps fort pour faire rayonner la vision française en la matière. L'enjeu est de taille. Et c'est vous, avec votre ministre de tutelle, qui avez notamment à concevoir et défendre les mesures nécessaires face à ce défi immense, celui de notre siècle. Des annonces ont déjà été faites, notamment avec l'élaboration de Biodiversité 2030, la 3e stratégie nationale pour la biodiversité, afin de préserver les écosystèmes et les espèces, notre santé et notre qualité de vie pour les 10 prochaines années. Je pense également à la nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées ou encore à la stratégie nationale bas carbone. Nous voyons d'un bon œil la déclinaison territoriale des mesures annoncées. Les sénateurs sont toujours sensibles à la prise en compte des territoires et des élus locaux dans la définition des politiques publiques. Cela m'amène à vous poser une première série de questions. Quelle est la vision que vous portez par rapport à la nouvelle stratégie des aires protégées ? La précédente stratégie n'ayant pas atteint ses objectifs, comment comptez-vous faire pour réussir demain ? Sur la question des moyens, comment faire en sorte qu'une partie du plan de relance serve bien à la préservation de la biodiversité ? Quels nouveaux moyens humains y consacrez-vous ? Quels sont les engagements de votre ministère en la matière ? Notre commission est également attentive au sort de la proposition de loi tendant à réguler l'hyperfréquentation des sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme Bignon, adopté par le Sénat en novembre 2019. À cet égard, nous constatons non sans plaisir la fécondité des idées portées par notre Assemblée. L'esprit de nos travaux a germé auprès de nos collègues députés qui ont adopté un article 56 bis au projet de loi climat qui permet aux maires ou aux préfets de réglementer ou d'interdire l'accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés. C'est également un signe fort, que les mentalités évoluent. Les difficultés juridiques et les réserves qui avaient alors été soulevées devant nous semblent avoir disparu. C'est le signe indéniable que l'environnement est une cause qui a progressé, y compris jusqu'au plus haut niveau et au sein des services du ministère de la Transition écologique. Madame la ministre, parlons vision globale, parlons stratégie, parlons moyens humains, parlons moyens financiers. L'urgence nous commande d'être ambitieux. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, de m'avoir trouvé ce temps et cette invitation dans un calendrier législatif qui, sur nos sujets, est effectivement très, très dense et très intense en ce moment. Vous l'avez dit, nous vivons un moment qui est extrêmement particulier. D'abord parce que nous le savons, la dégradation de la biodiversité se poursuit à un rythme sans précédent. Les alertes sont nombreuses, la situation largement documentée aujourd'hui. Les rapports de l'IPBES, Planète Vivante, de WWF, nous donnent des chiffres très très alarmants. Les espèces protégées sont extrêmement touchées, la biodiversité ordinaire l'est tout autant. Et dans cette crise que nous traversons, qui est à la fois sanitaire, économique, environnementale, je crois que nous avons un moment particulier également de prise de conscience qui doit faire que les questions d'érosion de la biodiversité et de préservation de l'environnement doivent être prises, je crois, comme les questions climatiques l'ont été il y a quelques décennies maintenant, et doivent trouver toute leur place et leur force dans nos politiques publiques. Avec effectivement donc une évaluation des objectifs d'Aichi qui avait été fixé en 2010, qui malheureusement conclut à ce qu'aucun des objectifs n'ait été atteint. Une première évaluation de la loi biodiversité de 2016 qui nous donne un premier point de repère également sur la difficulté à mettre en œuvre et à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans cette réduction de l'érosion de la biodiversité. Des points particuliers qui ont pu être soulevés, du bon usage et de la montée en puissance de la séquence ERC, nous y reviendrons. Des dispositifs qui ont également, et des outils, été mis en œuvre, comme les paiements pour services environnementaux, les obligations réelles environnementales, qui trouvent aujourd'hui toute leur place, et puis des chantiers beaucoup plus vastes, comme celui du financement de la biodiversité, des politiques environnementales d'une manière plus générale, et cette fiscalité environnementale qu'il va sans doute falloir revoir dans sa globalité. Un périmètre donc de ce secrétariat d'État, une recréation de ce secrétariat d'État qui est déjà un signal fort de la volonté du gouvernement et du président de la République de donner toute leur place aux politiques de préservation de la biodiversité, avec un champ qui est donc très vaste, de la protection des espaces et des espèces à la recherche, le partage de connaissances, les politiques de l'eau, évidemment, qui sont essentielles, l'éducation à la nature, les questions de justice, de police et de droit de l'environnement, des dossiers comme la chasse, la pêche, qui sont très structurants, et notamment dans les territoires que vous représentez ici. Une réflexion qui accompagne un débat citoyen sur la question du bien-être animal, les grands prédateurs, qui sont également des sujets qui sont entrés dans le débat public et sont au quotidien des défis à relever dans les équilibres que nous devons retrouver dans nos territoires entre la nature, sa préservation et l'activité humaine, les activités économiques qui s'y déploient. Donc dans ce périmètre également un volet international, européen d'abord, communautaire et international, avec l'honneur que me fait la France de m'avoir nommée vice-présidente au sein de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. En haut lieu, nous portons cette ambition française, et cela réclame la plus grande cohérence. Une cohérence d'abord entre les politiques que nous déployons au niveau national et ce que nous portons au niveau international, et donc une cohérence entre les objectifs et les moyens. C'est ce que nous allons développer, aussi bien moyens humains évidemment que financiers, avec des opérateurs également, les bras armés opérationnels du déploiement de nos politiques, l'Office français de la biodiversité, à peine plus d'1 an, et déjà des missions et un ancrage sur les territoires, une culture commune qui se développe au sein de cet établissement et qui est très observée aussi au niveau international, qui est très regardée. Et les agences de l'eau qui font ce travail de longue date sur des projets de territoire, avec un nouveau regard sans doute sur la gestion de l'eau, cette gestion quantitative, cette eau en tant que ressource, beaucoup plus aujourd'hui qu'observée au regard des besoins et des usages.
Donc un travail extrêmement intense également, et vous le savez, au niveau interministériel et de décloisonnement de nos politiques, puisque cette préservation de l'environnement, elle se joue à tous les niveaux et dans tous les périmètres. Un travail évidemment intense avec le ministère de la Mer, le ministère de l'Agriculture, de l'Éducation, de la Santé, et cette approche One Health, qui est vraiment la concrétisation de ce que nous devons décloisonner nos différentes politiques. Un opérateur également donc, en co-tutelle avec le ministère de la Transition écologique, qui est l'ONF, et ce sujet des forêts, sur lequel je reviendrai, qui est également dans nos territoires un objet et une image, une vitrine de ce que le réchauffement climatique, de ce que les enjeux d'équilibre entre environnement, impacts environnementaux et filières économiques doivent nous appeler à innover et à accompagner, si ce n'est à résoudre des défis liés au changement climatique. Avec donc des stratégies, vous l'avez dit, des partenariats, les différents niveaux de collectivités locales et territoriales. L'État, évidemment, ne peut pas seul. Et vous le savez, nous avons cette nécessaire cohérence à trouver entre ces différentes politiques et ces différents champs de compétences qui doivent nous permettre de relever ces défis majeurs. Des régions, chefs de file, avec une compétence d'aménagement, qui vont également déployer au registre des aires protégées ce réseau de parcs naturels régionaux, des départements qui peuvent être amenés à financer des projets et des compétences sur la protection des espaces naturels sensibles, et puis ce bloc communal qui est porteur de projets et des compétences eau assainissement qui sont également encore très présentes dans les débats locaux. C'est donc en associant à ces collectivités territoriales pleinement que j'entends déployer différentes stratégies. Vous l'avez évoqué, la stratégie nationale air protégée, la stratégie nationale biodiversité, avec ces différents niveaux de collectivité, des départements qui sont, par exemple, à l'issue des dernières assises de la biodiversité, qui se sont positionnés au travers d'une motion dans laquelle ils s'engagent en faveur des aires protégées et proposent des mesures réglementaires et des modalités de relations locales avec l'OFB, et pour lesquelles nous avons introduit à l'article 57 du projet de loi Climat et Résilience la possibilité du droit de préemption sur les espaces naturels sensibles. C'était une disposition attendue, donc nous sommes heureux de résoudre cette difficulté, ce trou dans la raquette, si je puis me permettre, qui mettait certains départements en difficulté. Et puis des partenariats, d'une contractualisation qui se matérialise aujourd'hui avec les contrats de relance et de transition écologique, qui vont donc agréger tous les différents dispositifs que nous pouvions connaître et qui, avec les CPER, deviennent vraiment la structure, l'ossature de cette contractualisation territoriale. Qui doivent se déployer donc, sur les différents volets que l'on a pu évoquer. Des stratégies, donc des stratégies nationales. Cette stratégie des aires protégées 2021-2030 qui a été présentée en début d'année, avec un objectif réaffirmé de protection de 30% du territoire terrestre et marin et de 10% de protection forte, qui est un objectif très ambitieux que nous relevons bien volontiers, d'autant qu'il doit nous amener dès 2022 à atteindre des objectifs que nous portons au niveau international, notamment au sein de la COP15 à horizon 2030. Et puis un premier plan, qui est donc un plan d'action qui doit décliner de manière opérationnelle, parce que des stratégies et des visions, nous en avons connu beaucoup. Nous savons aujourd'hui que pour mesurer nos progrès et notre engagement, il nous faut des points de rendez-vous et des actions concrètes. Donc des plans d'action triennaux que nous développons aussi bien sur la stratégie air protégée que sur la stratégie nationale biodiversité, à laquelle je vais venir dans un instant. Sur cette stratégie air protégée, je sais que ça a pu interroger différents élus. Je vous propose aujourd'hui donc cette contractualisation, de la matérialiser dans le cadre de chartes et vraiment d'associer tous les niveaux de collectivité à la définition de nouveaux périmètres d'air protégé, les associer à la fois dans la définition de ces périmètres, de ce choix de surface, aussi bien de création ou d'extension, mais aussi à la gestion de ces aires. Pour l'avoir vécu sur la création du 11e Parc national des forêts, ce sont des espaces de discussion et d'échange qui sont d'une richesse tout à fait particulière. Et
on réalise à ce moment que des enjeux qui paraissent vraiment contradictoires et en tension trouvent le chemin et construisent vraiment un chemin commun au bénéfice évident de tous les territoires, puisque à la fois les sphères économiques, touristiques et en termes de paysage et de fierté de nos territoires, tous ces enjeux se retrouvent dans la définition de ces projets communs. Donc des chartes de territorialisation qui pourront être mises en place localement dans cette définition de périmètre d'aires protégées et de gestion de ces aires. Et puis, ce volet aires protégées qui s'inscrit dans une stratégie nationale biodiversité 2021 sera l'année de la réécriture de cette stratégie décennale avec à nouveau des plans d'action triennaux dédiés et une volonté d'associer, plus que d'associer d'ailleurs, de partir des territoires. Je ne vous cache pas que dans la façon de faire, cela a pu dérouter, d'autant que nous nous trouvons dans un calendrier qui est également très resserré. Mais j'ai vraiment souhaité que nous partions des régions, et donc je fais actuellement une tournée des régions de France en participant aux comités régionaux biodiversité avec tous les acteurs des différentes régions. D'abord à un bilan, à une photographie de l'existant sur les différents territoires, et puis à ce que chaque région puisse participer, apporter une contribution à cette stratégie nationale biodiversité. Ces différentes contributions, elles constitueront le matériau qui sera soumis à réflexion aux instances nationales. C'est donc un renversement de la construction de cette stratégie que l'on pouvait connaître plutôt descendante et partant d'experts, par l'expérience, par le retour de terrain et des acteurs qui, au quotidien, mettent en œuvre nos politiques. Donc une stratégie qui part des régions, qui sera proposée aux instances nationales, dans le même temps une concertation, une consultation citoyenne, un travail intense d'interministérialisation, avec un comité interministériel qui doit vraiment accompagner les choix qui seront faits et qui seront inscrits dans cette stratégie pour la renforcer, et un outil, un site internet dont je vous annonce la mise en ligne dans les heures qui viennent, biodiversité.gouv.fr, donc une nouvelle plateforme sur laquelle nous avons voulu rassembler toutes les ressources concernant la biodiversité, les différents liens, un socle de connaissances, et sur lequel vous pourrez, soit en tant qu'individu, soit en tant que collectif, association, élus, société civile organisée, déposer des contributions à cette stratégie nationale biodiversité. Donc nous avons ce dispositif qui doit nous amener à une présentation d'une V0 du texte de la stratégie nationale lors de l'UICN, que nous prendrons encore la liberté d'amender sur le volet international à l'issue de la COP15 pour une présentation de la nouvelle stratégie à la toute fin 2021 ou tout début 2022. Et puis une autre stratégie à laquelle j'ai eu à cœur de m'atteler dès mon arrivée à ce secrétariat d'État, c'est la stratégie nationale déforestation importée, puisque nous le savons, nous avons des leviers énormes d'action. Nous ne pouvons pas détourner le regard, ne serait-ce que l'achat public peut concerner 10% du PIB et impacte, on le sait malheureusement, la déforestation à l'autre bout du monde. Donc nous avons mis en place également une plateforme qui va permettre à la fois aux acheteurs, aux consommateurs de vérifier leurs approvisionnements et de vérifier qu'ils n'impactent pas à l'autre bout du monde la déforestation. Nous avons pour ça besoin de données douanières et une disposition a été introduite à nouveau au projet de loi Climat Résilience qui nous permettent d'utiliser les données douanières pour les croiser avec les données satellitaires et pouvoir vérifier ces filières d'approvisionnement. Un accompagnement évident en termes d'aide au développement dans les pays producteurs à l'évolution de filières plus durables. Un guide de l'achat public zéro déforestation dont je fais la promotion dans ma tournée des régions et que je vous incite auprès de chaque élu et collectivité à faire également la promotion puisque, on l'a dit, ce sont potentiellement 10% du PIB qui sont concernés par cet achat public sur lequel nous avons donc un gros levier d'action. Cette stratégie d'ailleurs nationale déforestation importée, elle trouvera un écho et un développement au niveau européen et cela sera un des gros dossiers portés lors de la présidence française début 2022.
Des espaces, donc des pratiques et des opérateurs pour mettre en œuvre concrètement nos politiques, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau, un office français dont on l'a dit, la création début janvier 2020 est toute récente, 2600 agents, un budget de 516 millions d'euros, avec donc un outil performant et au plus près du terrain et des territoires, avec un budget supplémentaire de 85 millions d'euros au titre du plan de relance qui va permettre à l'Office de la biodiversité de développer des projets, d'accompagner par la voie d'appel à projets de nouveaux développements, y compris en Outre-mer, avec un volet sur l'eau potable et l'assainissement. Nous avons également donc un travail actuellement sur le contrat d'objectifs et de performance de l'Office français de la biodiversité qui doit aboutir courant 2021 et une stabilisation des effectifs, c'était une inquiétude grâce à un arbitrage qui doit nous permettre de monter en puissance, notamment avec 20 ETP que j'ai pu annoncer très récemment, qui vont venir abonder les parcs naturels marins en regard de 20 autres ETP pour les parcs nationaux. Une politique de l'eau également donc, qui est développée par les agences de l'eau sur la base d'une feuille de route des assises de l'eau de 2019 avec, nous le savons, un travail à l'œuvre sur les projets territoriaux de la gestion de l'eau, les fameux PTGE qui sont en émergence et qui doivent nous permettre de réconcilier ces enjeux entre usages, besoins notamment du monde agricole, besoins en eau potable et une ressource qui malheureusement tend à s'amenuiser, donc une gestion de cette ressource qui doit être la plus harmonieuse et raisonnée possible. Des agences qui accompagnent donc techniquement et financièrement les territoires dans ces démarches, avec une mission d'appui qui vient d'être constituée d'inspecteurs généraux pour faciliter ces projets. Un cadre réglementaire national qui doit sécuriser les décisions qui sont prises par les préfets en la matière, notamment en matière de gestion quantitative, avec l'envoi du décret du même nom cette semaine au Conseil d'État pour un dernier examen. Et je sais que ce décret était extrêmement attendu pour sécuriser certaines décisions. Et puis une politique de l'eau qui se développe aussi via la qualité de nos rivières, de nos ressources souterraines, des moyens également dans le plan de relance donc à hauteur de 250 millions d'euros pour financer ces projets d'amélioration de l'assainissement et de production d'eau potable. Donc des moyens sans précédent qui doivent nous permettre d'intervenir sur une meilleure connaissance également de nos réseaux, avec une enveloppe également de 47 millions d'euros sur le plan eau outre-mer, qui s'ajoute aux 2,1 milliards d'euros chaque année de redevances affectées aux agences de l'eau. Donc des moyens importants pour des enjeux considérables. Des acteurs qui agissent au quotidien au sein des agences de l'eau, une politique de continuité portée par les collectivités et les fédérations de pêche que je souhaite saluer dans ce travail sur le terrain au quotidien. Ils sont nos yeux aussi et cette vigilance qu'ils peuvent avoir nous accompagne dans le développement de ces politiques. Et d'ailleurs, ils le voient et nous le voyons. Quand on rétablit ces continuités, on voit revenir des espèces, on pense au saumon, à l'anguille, là où elles avaient disparu. Et ce sont des signes assez rassurants de ce que quand nous réintervenons pour rétablir ces continuités écologiques, la nature reprend ses droits. Donc des pêcheurs qui sont au quotidien nos alliés sur le terrain, et je salue leur travail. La forêt également, et cette bonne hiérarchie des usages du bois qui apporte une contribution déterminante à nos politiques et qu'il est urgent et vital de sécuriser. Des forêts qui sont gravement fragilisées par le changement climatique. Et nous avons des défis. Et à cet égard, le Parc national des forêts sera une des vitrines d'expérimentation de cette forêt à l'épreuve du réchauffement climatique, de cette politique sur les écosystèmes et les enjeux socio-économiques dans les territoires qui sont rendus par la forêt.
et au travers d'une production durable de bois qui est soutenue à nouveau dans le cadre du plan de relance à hauteur de 200 millions pour le renouvellement forestier, avec cet enjeu de diversification des sylvicultures et des essences. Et puis l'ONF, un opérateur donc, en co-tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture, qui connaît des inquiétudes pour lesquelles il nous faut inventer des solutions pérennes, stabiliser le financement. Un établissement qui doit évidemment se consacrer en priorité à la gestion durable et adaptative de nos forêts publiques. Nous signerons un contrat d'objectifs robuste avant l'été 2021 et sans attendre, le ministère de la Transition écologique a augmenté ses financements à l'Office national de la forêt de 9,2 millions d'euros dès 2021 pour renforcer ses missions d'intérêt général. D'autres chantiers sont présents et à venir. Un gros dossier de ce secrétariat d'État est également celui de la chasse, et en tant que représentant des territoires, je ne vous l'apprends pas. Nous avons effectivement un patrimoine qui s'exprime dans les territoires. Des dossiers tels que celui des dégâts de gibier qui doivent trouver des réponses. Aujourd'hui, les agriculteurs sont extrêmement impactés par des populations de grands gibiers, notamment de sangliers et de cervidés, qui impactent réellement les cultures. Donc un groupe de travail que j'avais souhaité et qui, entre agriculteurs et chasseurs, a formulé des propositions sur lesquelles il nous incombe aujourd'hui de statuer, puisque les incidences ne sont pas moindres, que ce soit au niveau réglementaire, mais parfois aussi législatif, et puis un modèle économique en termes de dédommagement de ces dégâts qu'il convient de revoir, avec donc un groupe de travail pour lesquels nous apporterons sans tarder des réponses et des arbitrages. La question de la sécurité à la chasse, qui malheureusement, dans l'actualité, nous rappelle trop souvent à la nécessaire prise en compte des dispositions qui existent sur la prise en compte de la sécurité dans ces pratiques, un cadre qui existe sur cette mise en œuvre et ce respect. Visant le zéro accident, nous avons effectivement encore à travailler, sans doute aussi sur des questions d'information, information des riverains, information des autres usagers de la nature, pour apaiser ces questions sur lesquelles effectivement une violence se développe, et je m'en inquiète, je m'en émeus, et je pense que nous avons tous sans doute à accepter que ce débat ait lieu pour que chacun retrouve sa place dans ces territoires et dans ces espaces de nature, sans que des craintes ou une agressivité se développent. Avec également donc, la notion de gestion adaptative des espèces, qui m'est chère, vous vous en doutez, et ces CEGA, ces comités d'experts de la gestion adaptative, donc un outil récent qui doit sans doute trouver certaines améliorations, et qui pour autant demeure, il me semble, un outil réel d'apaisement, d'objectivation scientifique de ces populations et de ces possibles en termes de pratiques, en équilibre avec la nature et les espèces. Donc un outil que j'entends vraiment renforcer et accompagner tant que de besoin. Et puis une politique qui s'exprime évidemment dans la mer et nos océans, avec la France qui possède la seconde zone économique exclusive mondiale, donc un rôle capital de ces océans, pour lesquels nous avons une action aussi bien nationale qu'internationale. Un caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement qui nous ont appelés, on l'a évoqué, à travailler sur les questions de police, de justice et de droit de l'environnement. Le parquet européen et la justice pénale spécialisée vous a amené, et je vous en remercie, à voter la création de ces pôles régionaux spécialisés, donc près chaque cour d'appel, qui vont permettre vraiment de prendre en compte ces dossiers, une convention judiciaire économique ainsi créée qui va permettre aussi la résolution de certains contentieux, de certaines situations en gagnant en rapidité pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. De nouvelles compétences et prérogatives de police judiciaire
pour les officiers judiciaires de l'environnement qui vont leur permettre de mener des enquêtes de bout en bout et de ne plus être tributaires de compétences restrictives de la constatation jusqu'à l'audition d'éventuelles perquisitions. Et je tiens à remercier à cet égard le général Rodriguez, DGGN, qui nous a permis, dans une réflexion avec l'OFB et l'OCLAESP, d'améliorer ces compétences pour les agents de l'environnement. Une échelle des peines également et la création des délits d'écocide et de mise en danger de l'environnement qui sont encore à l'étude, et je sais que vous aurez tout loisir de les observer dans le cadre de l'examen du projet de loi climat-résilience. Madame, pardon. Je m'excuse de vous interrompre, mais je vais céder la présidence à Didier Mandelli parce que j'ai un échange téléphonique avec le ministère des Finances à 19h30 et donc je ne voudrais pas louper cet échange. Voilà. Merci. C'est intéressant, la filière bois, quelque chose de très très important pour nos territoires et puis pour notre environnement. Merci. Absolument. Merci, Monsieur le Président. J'allais aborder justement la question des moyens humains et financiers. Financiers d'abord, puisque dès le projet de loi de finances pour 2021, vous avez bien voulu voter une augmentation sans précédent des moyens du ministère de la Transition écologique, mais surtout, pour ce qui m'occupe, des moyens dédiés à la biodiversité, avec donc une enveloppe considérablement augmentée de 28,5 millions d'euros. Une augmentation portée donc sur l'adoption de nouvelles mesures pour les aires protégées en matière d'investissement dans les parcs nationaux, sur la biodiversité en forêt, une hausse de la dotation de 10 millions d'euros pour l'Office français de la biodiversité, un renforcement d'1 million d'euros sur les mesures de cohabitation entre les grands prédateurs et pour le pastoralisme, et puis un plan de relance, évidemment, qui consacre également des budgets sans précédent, 300 millions pour l'eau, 250 millions pour la biodiversité, un détail que vous connaissez sur les restaurations écologiques, les aires protégées, la protection du littoral ou encore le renforcement des barrages. Autant d'opérations qui étaient utiles et indispensables et sur lesquelles nous allons pouvoir accélérer massivement, tout en donnant du travail aussi aux entreprises françaises et aux opérateurs. Donc une dimension économique dans cette transition écologique qui doit accompagner la mutation de notre économie et l'accompagnement dans cette période difficile. Et puis, effectivement, des moyens financiers qui seraient bien vains sans moyens humains pour les mettre en œuvre. Et c'est une priorité, cette préservation de l'environnement, qui a été entendue par le Président de la République et par le gouvernement, puisque j'ai pu annoncer, donc il y a quelques semaines maintenant, 40 ETP supplémentaires dédiés aux politiques environnementales et aux opérateurs de l'État en matière de biodiversité, 20 ETP pour les parcs nationaux et 20 ETP pour les parcs naturels marins, qui permettront du côté des parcs nationaux d'abonder la montée en puissance du parc national des forêts et de redonner quelques ETP aux parcs anciens, enfin plus anciens et existants, et puis des parcs naturels marins qui effectivement souffraient aussi d'un besoin de force vive et de moyens humains. Donc des moyens humains, financiers qui doivent accompagner ces fortes ambitions dans un moment, on l'a dit, sans précédent de prise de conscience avec des événements nationaux et internationaux qui doivent porter notre ambition. Le Congrès mondial pour la nature de l'UICN du 3 au 11 septembre à Marseille. La COP15, on l'a dit, biodiversité, donc à Kunming en Chine du 11 au 24 octobre. Au niveau européen, la perspective de la présidence française de l'Union européenne dans le premier semestre 2022, moment dans lequel nous devrons d'abord être irréprochables, et je ne vous cache pas avoir un certain nombre de contentieux à travailler et à régler d'ici à cette présidence française, et ce moment sans précédent qui nous amène vraiment à renforcer, si ce n'est à repenser nos partenariats. À nouveau, l'État ne peut rien seul, les différents niveaux de collectivité, les différents acteurs, y compris la sphère économique, qui demandent aujourd'hui à s'investir dans cette politique et dans ces enjeux de préservation de la nature. Notre action commune sera la seule garante de l'atteinte de nos objectifs et nous permettra de relever ces défis sans précédent. Et je vous remercie pour votre travail en ce sens et votre attention. Merci Madame la Ministre pour cette présentation assez exhaustive
à la fois des enjeux évidemment dont nous sommes conscients, que nous pouvons évidemment partager, et puis également pour les actions engagées par votre ministère. À quelques semaines effectivement de l'examen du projet de loi climat résilience ici au Sénat. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Guillaume Chevrollier, rapporteur sur le budget concernant la biodiversité. Merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, merci pour votre intervention. Vous avez effectivement abordé de très nombreux sujets et on voit que ô combien la biodiversité est au cœur de beaucoup de préoccupations aujourd'hui. La santé unique autour de l'eau, le changement climatique et puis les grands rendez-vous internationaux, le Congrès mondial pour la nature, la COP15. Donc, beaucoup de questions sur la stratégie de la France pour ce rendez-vous international et quelle ambition. Mais vous en avez déjà parlé. Moi, je voudrais réagir sur... vous avez évoqué les obligations réelles environnementales. Un sujet qui m'est cher. J'ai fait un certain nombre de questions écrites sur le sujet. C'est quand même un sujet qui peine à démarrer. Donc, vous l'évoquez. Comment faire en sorte que ça puisse réellement être opérationnel et qu'il y ait une vraie montée en puissance des obligations réelles environnementales. J'avais également la question de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées que nous suivons de près au sein de cette commission, et notamment sur la mise en œuvre des aires sous protection forte. Et vous avez parlé de charte de territorialisation, donc c'est le moyen c'était le sens de ma question, de comment vous allez associer les territoires à la définition des objectifs et la mise en œuvre aussi tout à fait opérationnelle. Donc ça passe par la charte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et sur la mise en œuvre, avec quels moyens? Et il y a un autre sujet que je voulais aborder et que vous avez aussi évoqué, c'est le sujet important de la lutte contre la déforestation importée. Vous avez fait état du lancement de la plateforme. Quelles actions vous préconisez de mener pour y parvenir et avec quel financement? Et est-ce que vous travaillez à un étiquetage des produits, qui est un sujet de consommation importante. Et puis, en dernier lieu, sur le projet de loi constitutionnel, je suis rapporteur pour avis. On a déjà eu tout à l'heure l'audition du garde des Sceaux. Et aujourd'hui, dans la Constitution, il y a le terme biodiversité. Et là, on introduit le terme de diversité biologique. Bon, le garde des Sceaux nous dit que en fait, c'est synonyme. Alors pourquoi dans un même texte constitutionnel, on aurait deux termes différents? Il faut peut-être mettre pour une saine lecture et avoir un unique terme, donc ça s'accorder sur biodiversité ou diversité biologique. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Et je vous prie de m'excuser parce que je ne pourrais pas suivre en direct votre réponse, mais je la suivrai en visio parce que je dois vous quitter. Merci. Merci Guillaume. Madame la Ministre. Oui, on fera des séries ensuite. Okay. Alors, sur la SNDI, très directement, puisque ce sont des outils effectivement que nous déployons, cette plateforme, elle nécessitait notre accès d'abord aux données douanières. Et c'était un enjeu important pour des raisons de confidentialité, vous imaginez bien, d'anonymisation des données. Donc nous trouvons aujourd'hui cet accord avec les différents services fiscaux et douaniers pour pouvoir utiliser ces informations. Nous avons effectivement développé un atelier, un groupe de travail pour l'instant sur les labels, parce que effectivement les consommateurs ont besoin de points de repère et de pouvoir immédiatement identifier ces besoins. Et puis on fonctionne aussi avec un travail par filière. La filière du soja s'est engagée massivement il y a quelques mois pour une transparence sur ses approvisionnements, et le travail se poursuit aujourd'hui avec la filière du chocolat. Ce sont donc des produits de grande consommation qui concernent un grand nombre de nos concitoyens et dans des volumes importants. Donc à partir du moment où toute la filière et les filières au niveau national s'organisent pour vraiment faire cette transparence sur leur politique d'achat et d'approvisionnement, on obtient des résultats tout de suite très conséquents. Cette SNDI, donc, elle se développe aussi avec un mécanisme d'alerte qui va être mis à disposition des entreprises qui le souhaitent en fonction de leur approvisionnement. Et nous avons ainsi différents dispositifs qui doivent permettre de signaler des risques de déforestation liés à ces filières.
sur la stratégie air protégé et la possibilité de cette territorialisation. Alors, nous avons déjà dans le Code de l'environnement un article R332.2 qui invite les préfets à consulter les collectivités territoriales dont le territoire serait affecté par un projet de classement ou en zone de montagne, comité de massif, une zone maritime, qui invite donc à avoir cette concertation et cette consultation des élus. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Pour ceux d'entre vous qui auraient connu ces concertations dans le cadre d'une écriture de charte, par exemple pour un parc national, nous avons effectivement un enjeu à embarquer les différents acteurs et les niveaux de collectivité dans la construction même de ces projets. Donc ces chartes, elles vont se constituer sur des territoires et des projets prédéterminés pour nous permettre de vraiment associer, dès le projet de création ou d'extension d'une aire protégée, associer les différents acteurs et différents niveaux de collectivité. Sur la question de la diversité biologique, dont il semblerait qu'il ne soit question que de sémantique pure. Effectivement, biodiversité, la biodiversité répond à la diversité biologique. Au niveau international, d'ailleurs, vous connaissez la CDB qui le définit ainsi. Nous avons donc depuis Rio en 92, un même nom qui est utilisé par la Convention. Au niveau international, c'est un repère. Donc je pense qu'effectivement, par souci de clarification, et peut-être pour ne pas faire un abrégé dans le terme biodiversité, la diversité biologique est un terme plus consacré et plus juridique. Sur la question des ORE, sur laquelle je vous rejoins, nous devons absolument... bonne journée. Nous devons accompagner cette montée en puissance. Il y a déjà un souci de communication, je crois, à avoir sur l'existence même de ce format. Les acteurs s'en saisissent et on a une montée en puissance. Je ne sais pas si on a des chiffres aujourd'hui, mais en tout cas, je vous les transmettrai volontiers par écrit. Donc, depuis cette loi de 2016, un engouement qui ne se dément pas, et la loi de finances a déjà prévu des mesures fiscales pour renforcer l'incitation à se saisir de cet outil, avec un rapport qui devrait nous être remis sous peu, puisque nous avons 29 ORE qui ont été signés en 2019 et beaucoup de projets en cours et à l'étude. Je crois avoir fait le tour. Merci. Alors, je vais donner dans l'ordre la parole à donc Marta Tsidrac, Jean-Paul Prince, Angèle Préville, Éric Gold, Evelyne Perrault, Martine Filleul et Ronan Dantec. Donc, je vous demande de limiter à 1 minute 30 maxi la question. Faites un gros effort de synthèse, puisque un certain nombre d'entre vous doivent partir avant 20h15. Donc voilà, si on veut concentrer et avoir le temps d'écouter les réponses dans de bonnes conditions, sans avoir un désert dans la salle, ce serait parfait. Voilà, nous y allons. Martha. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez déjà évoqué la lutte contre la déforestation importée et notre collègue Guillaume Chevrollier vous a interrogé là-dessus. Moi, je voudrais vous interroger aussi sur la forêt, mais de façon un peu plus générale. De nombreux rapports ont été publiés sur le sujet, comme le rapport de notre collègue Anne-Catherine Loisier de 2019, que vous connaissez sans doute. Et en tant que sénatrice des Yvelines, où la forêt couvre 30% du département, je sais combien les forêts sont l'enjeu des années actuelles et à venir, en fait. Les forêts sont un avantage dans notre lutte contre le dérèglement climatique, puisque ces espaces présentent de nombreux atouts, puits de carbone, richesse et préservation de la biodiversité, filtration des sols notamment. L'INRAE a d'ailleurs mis en avant l'importance de la forêt dans son rapport de novembre 2020 sur le potentiel de stockage de carbone dans les sols en France. Pourtant, c'est un sujet qui est faiblement évoqué dans le projet de loi climat et résilience. Évidemment, plusieurs mesures relèvent du réglementaire et d'une vision plus stratégique, mais des questions comme l'avenir de l'ONF et les aménités écologiques ont toute leur place dans les discussions parlementaires qui auront lieu sur ce texte. Donc ma question, Madame la Ministre, c'est est-ce que le gouvernement envisage d'intégrer cette question à l'occasion des débats
sur le projet de loi climat et résilience, parce que ça nous semble malgré tout important, et pas uniquement à travers le sujet de la déforestation importée, et quelle place aura la forêt dans la stratégie nationale de la biodiversité qui sera révisée cette année. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, merci pour cette présentation exhaustive, effectivement. En janvier, vous avez présenté une stratégie nationale de protection de l'environnement. Si conserver la biodiversité et les sites naturels remarquables de notre pays est une nécessité, envisager l'environnement sous le seul angle de la protection de la nature de la main de l'homme me semble tout à fait insuffisant et conduit à considérer de manière systématiquement négative l'ensemble des activités des hommes, qu'elles soient économiques, de construction ou d'aménagement, qui sont pourtant un facteur de prospérité et d'amélioration du confort de nos concitoyens. Je veux prendre pour exemple la manière dont est appliqué le principe de continuité écologique des cours d'eau. Apparu dans le droit européen en 2000, transposé dans le droit national, ce principe a eu pour conséquence de permettre la destruction de nombreux barrages et moulins effectués depuis 2020 sur simple déclaration. Cela se produit fréquemment dans mon département, où les moulins et barrages sont détruits, parfois pour un gain environnemental très discutable. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait clarifier l'articulation entre préservation des milieux naturels et activités humaines et réaffirmer que ces dernières ont également leur place sur le territoire? Et comme l'État ne peut rien seul, comme vous avez dit, écoutez les élus de terrain. Merci Angèle. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre exposé avec force détail. Alors, première question sur les aires protégées. Donc comment va-t-on faire, puisqu'on a en protection forte actuellement 1,8% seulement, et qu'on devrait passer à 10%. Alors c'était prévu initialement en 2022, donc visiblement jusqu'en 2030, mais ça va être un travail considérable, puisque c'est quasiment la multiplication par 6 de ce qu'on a actuellement. Donc comment comptez-vous faire? Deuxième chose, sur la stratégie nationale sur la déforestation importée, qui repose en grande partie sur des engagements volontaires qui sont peu contraignants. Est-ce qu'il ne serait pas bon peut-être, parce que les effets sont ravageurs, et comme vous avez rappelé, l'Europe est responsable du tiers de la déforestation mondiale pour ce qui concerne ses importations. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aller quelque part un petit peu plus vite, parce qu'on sait très bien que les engagements volontaires prennent toujours beaucoup de temps. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, sur ce que vous avez mentionné sur l'Office français de la biodiversité qui proposait des appels à projets. Alors moi, je m'interroge toujours sur l'efficacité des appels à projets, et notamment, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, déjà parce qu'on sait que de la biodiversité concernera tout le territoire national, c'est-à-dire de partager un peu plus l'argent, parce qu'on sait qu'il y a des territoires qui ne sauront pas s'organiser pour répondre à ces appels à projets. Et donc, on va avoir des poches où on n'aura pas exactement fait ce qu'il aurait fallu faire concernant la biodiversité, peut-être. On va partager un petit peu plus les moyens financiers pour tous les territoires. Et enfin, dernière chose, et ça ne vous étonnera pas par rapport à la pollution plastique, est-ce qu'il ne faudrait pas impulser de manière très forte un traité international ou européen ou à minima sur la Méditerranée pour qu'on puisse se mettre en accord avec tous les pays, par exemple, qui sont au bord de la Méditerranée, pour prendre des engagements pour permettre de lutter très efficacement sur la pollution plastique, au moins pour notre mer Méditerranée. Merci Président. Madame la Ministre, si l'origine de la pandémie actuelle interroge, d'autres dysfonctionnements sont aussi à prendre en compte, avec la présence de nombreuses espèces invasives sur notre territoire. Alors après vos propos, Madame la Ministre, le sujet va vous paraître certainement léger, mais je vais vous parler du frelon asiatique, qui est apparu depuis 15 ans en France et qui est présent maintenant sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, à cette époque, de nouvelles colonies apparaissent et font peser des menaces, notamment sur les ruchers. Alors ce constat qui se répète à chaque printemps montre qu'il n'y a pas de méthode efficace pour contrôler la prolifération de l'espèce. Mais s'il n'y a pas de méthode efficace constatée, il n'y a pas non plus de stratégie collective de prévention, de surveillance et de lutte afin de réduire son impact, notamment sur les colonies d'abeilles. Alors au-delà du financement de la recherche,
Y a-t-il des actions concrètes non impactantes sur d'autres espèces qui peuvent être mises en place dans une stratégie de lutte globale et cohérente, une stratégie qui dépasse le périmètre de notre pays? Ou alors doit-on se résigner au fait que le combat est déjà perdu d'avance? Très bien. Evelyne, qui est en visio face à nous. Oui, merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, j'étais ravie de vous entendre parler avec tant d'enthousiasme, énumérer tous les objectifs, mais dans ce contexte qui va faire évoluer et changer les donnes, comment vont avancer les PNR qui sont en révision de charte? Vous savez que c'est un travail énorme et que la charte, c'est aussi un outil au service de l'environnement. Et ce contexte actuel m'inquiète. Merci. Martine. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de cette présentation. Ma question est simple. Je partage beaucoup de vos propos que je trouve vertueux sur l'environnement, sur la biodiversité et beaucoup des objectifs que vous nous donnez qui sont très ambitieux. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes sur la mise en œuvre et en particulier sur les moyens humains et sur les compétences pour mettre en œuvre ces objectifs. Je garde en mémoire le travail qu'avait fait mon groupe politique lors du projet de loi de finances sur les pertes en personnel du ministère de l'écologie que mon groupe avait chiffré à une perte de 4000 ETP équivalent temps plein dans des organismes aussi divers que l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, Météo France, l'IGN, le CEREMA, des organismes qui sont très importants dans le quotidien, j'allais dire, des questions que vous évoquez. Cette perte d'effectifs n'est pas compensée, loin de là, par les 40 ETP que vous annoncez sur les aires marines protégées et également sur les parcs. Alors, comment allez-vous faire très concrètement ? Par ailleurs, pour rejoindre le questionnement de Madame Préville, parler de la stratégie nationale de la déforestation importée en disant que, oui, encore une fois, les objectifs sont très intéressants, je les partage, mais je me dis qu'en se basant uniquement sur la bonne volonté des industriels, voilà, ça suscite beaucoup de doutes de ma part et je pense que les obligations pourraient avoir sans doute plus d'efficacité. Enfin, et ce sera le dernier point, sur le PJL climat, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas beaucoup de mesures sur la biodiversité? Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans les points absolument essentiels pour stopper la perte de biodiversité en France, parce que je rappelle que le bilan à la fin de cette stratégie nationale n'est pas bon. Aujourd'hui et qu'on est toujours en perte de biodiversité en France. On sait qu'un des enjeux majeurs, ça va être d'avoir une stratégie foncière cohérente à l'échelle nationale. On parle effectivement de l'augmentation des aires protégées, mais il n'y a pas que ça. Il faut que ces aires soient en contact les unes avec les autres. Il faut arrêter la fragmentation des milieux et il faut donc une stratégie totalement cohérente. L'avantage qu'on a pour la prochaine stratégie 2020-2030, c'est qu'on peut s'appuyer sur des outils de planification nouveaux que sont notamment les STRADET, puisqu'effectivement, sans la mobilisation des collectivités territoriales, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc ma question est de savoir si vous avez prévu, dans le cadre de la préparation de cette nouvelle stratégie nationale, de déboucher véritablement sur des cartographies qui soient des cartographies cohérentes et pertinentes, pour avoir un fonctionnement de l'écosystème naturel français qui soit satisfaisant. Parce que cette fragmentation des milieux qu'on avait mis en évidence dans la commission d'enquête sur les mesures compensatoires liées aux infrastructures fait partie des enjeux. Et si on a des aires protégées qui augmentent mais qui ne sont pas en lien les unes avec les autres, on ne tiendra pas les objectifs. Donc, et peut-être, du coup, vous pouvez peut-être nous redonner aussi le calendrier pour l'adoption de la nouvelle stratégie nationale. Voilà. Merci, chers collègues, à la fois pour la pertinence et la concision de vos questions. Et je laisse tout de suite Madame la Ministre y répondre.
Merci effectivement pour la richesse de toutes ces questions. D'abord sur la forêt et la place de la forêt. On le voit, malheureusement, il nous faudra beaucoup plus que quelques heures, minutes pour aborder tous les aspects que recouvre à la fois cette gestion, cette vision de la sylviculture, cette sylviculture qui est impactée par le réchauffement climatique, par les parasites, cette filière bois qui a aussi tout un modèle à reconsidérer et à valoriser dans un système commercial international et malheureusement nous sommes souvent interpellés sur certaines aberrations liées à ces usages qui se sont installés. Moi, je suis d'avis que cette réflexion de la forêt, elle doit avoir toute sa place. Et on a également un gros volet interministériel. Vous imaginez bien qu'avec le ministère de l'Agriculture, on a beaucoup à se dire et beaucoup à travailler ensemble. On a des outils aujourd'hui, je pense au rapport Cattelot récemment et à ceux qui l'ont précédé, qui doivent écairer le chemin. Je pense vraiment que cette réflexion sur la forêt, moi je ne me serais pas d'ailleurs satisfaite de quelques éléments dans un texte projet de loi climat-résilience où on a déjà beaucoup une profusion, je crois, de thèmes avec effectivement des accroches à la fois en termes de filières sur des volets économiques qui sont extrêmement importants dans les territoires et des questions très environnementales en tant que puits de carbone, que poumon et que enjeu même de notre résilience au changement climatique. Donc je milite, je vous le dis, j'ignore encore le calendrier qui pourra s'appliquer, mais je milite pour vraiment une réflexion en tant que telle et globale sur les enjeux liés à la forêt. Et sa place peut-être dans la construction de nos périmètres à la fois ministériels et en termes de commissions. On le voit aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, entre les commissions ATDD, DDAT pour l'Assemblée, les commissions des affaires économiques. On a différents aussi niveaux de discussion à avoir parce qu'il nous faut aujourd'hui une action forte et concertée. Sur la question de la stratégie nationale biodiversité, évidemment, la forêt y aura toute sa place et j'espère préfigurer ce travail au sein de nos réflexions sur la stratégie nationale biodiversité. La question de M. Prince sur les continuités écologiques et les cours d'eau. D'abord, je rappelle que rétablir ces continuités écologiques sur les moulins, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça ne concerne pas le patrimoine bâti du moulin en lui-même, auquel nous sommes tous très attachés en tant que patrimoine. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est vrai que parfois, pour le grand public, il y a un raccourci malheureux qui est fait. Il s'agit vraiment de s'attacher au seuil du moulin et on a, je crois, des solutions et en termes de génie écologique, beaucoup d'ingéniosité pour trouver des réponses. En tout cas, elles sont à l'œuvre. Je crois qu'on a suffisamment d'enjeux à la fois en termes de biodiversité, de bon état du patrimoine et même d'enjeux énergétiques qui appellent notre attention sur ce sujet pour que nous avancions sereinement sur ces questions. Sur les aires protégées, en réponse à Angèle Préville, et sur les moyens, les ambitions déjà de la France, vous l'avez dit, la marche est haute, notamment en termes de protection forte. Et c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler cette définition de la protection à la française. Nous ne sommes pas plus peut-être dans cette vision de mise sous cloche, comme on peut le connaître ailleurs au niveau international, d'une protection stricte qui empêcherait toute activité humaine. On est vraiment, il me semble, dans un enjeu de réconciliation des activités humaines dans leur environnement et d'accompagnement de ces activités vers une transition quand certaines pratiques se trouvent impacter l'environnement. Donc cette définition, cette construction du chemin de ce retour à l'équilibre, il doit se faire justement au sein de ces chartes, de ces concertations territoriales pour vraiment accompagner les différents acteurs tout en reconnaissant leur travail puisque les paysages français ont souvent été et toujours quasiment dessinés par l'activité humaine également et c'est un patrimoine que l'on chérit tous, je crois. Donc cette définition à la française, elle doit vraiment s'incarner
incarner concrètement et elle doit nous permettre, je crois, de massifier cette action de protection du territoire français, à la fois terrestre et maritime, je le rappelle, parce que c'est la première fois qu'une stratégie réconcilie aussi les enjeux et associe les enjeux terrestres et maritimes. Elle doit nous permettre d'atteindre ces objectifs qui sont ambitieux parce que nous disposons aussi de tout un panel d'outils de protection, de modes de gestion qui permettent de s'adapter aux situations locales, aux situations territoriales. Et je pense qu'on doit préserver aussi ces différentes nuances et ces différents niveaux d'action et de protection pour pouvoir nous adapter aux situations locales, aussi bien dans la maturité des réflexions que dans les contextes spécifiques au niveau géographique ou territorial. Certains ont appelé à une homogénéisation à la fois de ces protections et de cette gouvernance, de ces modes de gestion. Moi, je pense qu'il faut justement préserver cette diversité, comme dans la diversité biologique. Je pense qu'on a tout intérêt à garder ce panel d'outils et qui, il me semble, doit nous permettre de toute façon de faire entrer des acteurs politiques, économiques, dans une démarche vertueuse, à leur rythme et à leur niveau, mais en tout cas d'enclencher cette évolution. Sur la question des appels à projets et des moyens qui y sont dédiés, il s'ajoute, je rappelle que cette enveloppe liée à France Relance vient s'ajouter aux missions et au budget, au crédit que d'ailleurs la représentation nationale a bien voulu augmenter dans le cadre du projet de loi de finances. Donc c'est du plus, entre guillemets, avec un défi qui est celui de la temporalité de ce dispositif qui demande une grande réactivité aux acteurs. Et je salue leur travail en ce moment parce que dans ce contexte de crise qui ne nous facilite pas, et on le voit encore ce soir, le travail, la concertation du fait d'une distanciation physique qui freine un peu nos démarches. Les opérateurs, les DREAL, l'OFB, les agences de l'eau, vraiment en ce moment accompagnent les porteurs de projets pour que le plus grand nombre de projets puissent trouver une réalisation et des moyens dans le cadre de ce plan de relance. Donc plutôt qu'une inquiétude à pouvoir accompagner les différents territoires et à une répartition budgétaire, je crois qu'on a un enjeu en termes d'ingénierie. Sans doute, on peut avoir partout des bonnes idées, il faut les accompagner et dans une réactivité certaine. Je crois que c'est vraiment le défi. En tout cas, ce que l'on voit des premiers appels à projets, c'est effectivement une grande affluence et beaucoup d'enthousiasme pour se saisir de ces dispositifs, ce qui est plutôt bon signe également. Sur la pollution plastique, donc, nous avons vu dans le cadre du One Planet Summit le président de la République engager une mobilisation au niveau international et une coalition s'est créée autour de la Méditerranée de ces enjeux. Donc effectivement, il va falloir l'accompagner au plus vite avec donc en France un plan zéro plastique en mer en 2025 qui doit trouver aussi ses leviers et sa montée en puissance. Je m'y engage, ce sont des réflexions que nous avons avec les différentes associations de protection de la nature et les acteurs économiques, avec à nouveau une continuité aussi terre-mer qui n'est peut-être parfois pas encore complètement comprise ou pensée dans nos dispositifs quand nous travaillons à l'assainissement, quand nous travaillons à des dispositifs de réduction des déchets, nous travaillons aussi à la préservation de la mer et des océans. Donc c'est à nouveau cette cohérence entre nos différentes politiques qui se retrouvent sur ce sujet. Donc à la question de M. Gold sur le frelon asiatique, ça n'est pas un petit sujet. Ça n'est pas du tout un petit sujet. Nous avons des outils aujourd'hui, notamment en termes de réglementation, celle qui porte sur les espèces exotiques qui est pilotée par le ministère et celle qui porte sur les dangers sanitaires pilotée par le ministère de l'Agriculture. Donc différents outils. Des moyens aussi à déployer de police sur la détention, l'utilisation, l'échange et la vente de ces frelons asiatiques qui sont évidemment interdits, mais on a malheureusement encore parfois des mauvaises surprises. Et puis des préfets qui sont aujourd'hui habilités par arrêté à préconiser des opérations de destruction des nids, notamment sur des propriétés privées, ce qui était une attente forte de certains acteurs pour pouvoir intervenir rapidement. Alors un frelon asiatique qui est classé aussi sur la liste des dangers sanitaires
et qui donc implique l'élaboration et le déploiement d'une stratégie avec la filière apicole. Je sais que tout le monde y est engagé. Il faut effectivement qu'on ne mésestime pas ces difficultés. Cette stratégie, elle a permis déjà de réduire significativement le nombre de nids, avec un maillage effectivement fin et régulier pour que là où nous opérons des destructions de nids, on ne se reconstitue pas. Enfin, on a vraiment un travail de dentelle à effectuer sur le territoire. Et le prochain plan national en faveur des insectes pollinisateurs, qui a été lancé conjointement par nos du ministère, comprendra plusieurs actions en ce sens pour une meilleure coordination et des moyens qui soient massifiés et dirigés dans cette lutte et sur ces interventions. Avec Evelyne Perrot en ligne, nous avons évoqué les difficultés de certains PNR à travailler. On vient de parler des difficultés de dématérialisation que nous connaissons depuis plusieurs mois dans la crise sanitaire. Effectivement, moi j'ai bien entendu évidemment cette inquiétude. Maintenant, elle est partagée par à peu près tous les acteurs actuellement au niveau national dans ce calendrier et ces calendriers qui peuvent être contraints, des concertations qui sont difficiles à mener. Pour autant, je crois qu'il est de notre responsabilité de ne pas laisser glisser complètement ces calendriers. J'avais entendu moi, les collectivités sur les questions de prise de compétences, AOM, mobilité, qui étaient également très inquiètes. Ce sont, je crois, des problématiques qui se posent à tous aujourd'hui et pour autant, nous devons nous tenir, je crois, à ne pas laisser filer tous ces objectifs. Alors, c'est quand même une difficulté que j'ai entendue pour les chartes et les réécritures qui devaient s'opérer d'ici à 2022. On a identifié 5 ou 6 PNR, je crois, qui sont directement concernés, avec des délais. Ce qui m'a fait sourire d'ailleurs pour certains qui étaient déjà de 24 mois. On est donc bien au-delà de la problématique de la crise sanitaire. Mais en tout cas, donc, on a observé un retard moyen prévisible de 5 à 6 mois sur les 5 PNR concernés pour 2022. Et donc, par voie d'amendement en commission spéciale sur le projet de loi climat et résilience, nous avons rectifié un amendement en ce sens pour donner à ces quelques parcs naturels régionaux les plus directement et rapidement concernés par cette problématique 6 mois de délai supplémentaire, et il appartiendra évidemment dans la navette parlementaire aux sénateurs de s'exprimer sur ce point. À la question de Martine Filleul sur les moyens humains et les compétences, effectivement, à nouveau, moi je crois aux petits pas. Je crois que ces moyens, même si nous souhaiterions sans doute tous ici qu'ils soient démultipliés parce que nous avons une conscience assez vive de l'urgence à agir, je crois qu'on est quand même dans des moyens sans précédent. Et toute proportion gardée, on arrive quand même à une prise en compte de ces enjeux dans les politiques publiques qui est une amorce, je crois, assez rassurante de ce que les questions de préservation de la biodiversité doivent être prises en compte au même titre que les questions de réchauffement climatique. On sait d'ailleurs que ce sont des problématiques extrêmement liées, imbriquées. On sait que la biodiversité agit contre le réchauffement climatique, sa préservation en tout cas. On sait que le réchauffement climatique impacte la biodiversité. Donc toutes ces politiques, elles doivent être décloisonnées et les moyens doivent être sans doute étendus et tirés vers les questions de préservation de la biodiversité et de la santé environnementale d'une manière aussi plus générale. Donc je pense que nous avons un premier pas et surtout la prise de conscience qui est partagée entre les différents acteurs, à nouveau, les différents niveaux de collectivité. Moi, en faisant ce tour de France en ce moment, je discute avec les élus régionaux, avec des conseillers départementaux, avec des maires qui, chacun à leur niveau, avec les associations, commencent à inventer des réponses et des solutions. Et on arrive à rassembler nos moyens, à rassembler nos forces. Et je crois que c'est surtout l'enjeu, en fait, à partir du moment où la prise de conscience est là, où la parole citoyenne s'affirme pour la préservation de ces enjeux, nous pouvons raisonnablement imaginer que
les planètes s'alignent et que nous parvenions enfin à prendre en compte ces objectifs qui sont impératifs. À la question de Ronan Dantec sur la stratégie foncière, effectivement, cette fragmentation des espaces, l'artificialisation des sols, ces ruptures de continuité écologique, ces changements d'usage, ils sont essentiels. L'objectif zéro artificialisation, quand on parlait de marche un peu haute, il est extrêmement fort et élus représentant les territoires, vous savez à quel point c'est un sujet d'inquiétude aussi pour les élus locaux. Pour autant, c'est un vrai défi et je crois qui rejoint d'ailleurs nos défis en termes de rénovation énergétique, peut-être plus du bâti et de l'existant que de la construction neuve, de tous les matériaux biosourcés. On a vraiment des politiques là qui se rejoignent et qui doivent se renforcer les unes les autres avec une cartographie, je prends le point, qui doit se préciser effectivement. Un décret quand même de fin 2019, dont je n'ai plus le détail en tête, mais qui a permis de préciser la place de la biodiversité dans les SRADET, et notamment de la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Donc ces orientations-là, elles doivent vraiment infusées dans les SRADET et je suis sûre que nous y serons tous vigilants, a fortiori dans la période qui s'ouvre à nous, où les politiques régionales en matière de biodive, je l'espère, seront mises à l'honneur. Voilà, écoutez, merci Madame la Ministre. 20h. Voilà, on a même un petit peu d'avance par rapport au maximum que nous étions fixés, donc c'est parfait. Merci pour à la fois votre engagement et puis la qualité des échanges entre les collègues, que je remercie également, et vous-même pour l'ensemble des sujets qui ont été abordés. Voilà, je crois qu'on a chacun pu mesurer, je le répète, comme je l'ai dit en introduction, les enjeux et puis les actions qui sont engagées, mais celles qui arriveront aussi au travers des textes qu'on va pouvoir examiner dans les semaines qui viennent. Merci encore. Si je peux, effectivement, je vais regretter de ne pas vous en avoir parlé, mais quand j'ai été nommée au ministère sur ces questions de biodiversité, nous étions en pleine convention citoyenne sur le climat, et je me suis posé la question de savoir si il fallait porter une convention citoyenne qui soit dédiée à la biodiversité, qui inclurait beaucoup plus largement, évidemment, les questions de forêt, d'eau et tout ce que nous connaissons des questions de biodiversité. Le calendrier ne se prêtait pas au fait de pouvoir imaginer que ces travaux trouvent une déclinaison législative. Et je crois qu'aujourd'hui, faire participer, demander à des citoyens de s'exprimer, de faire des propositions, comme d'ailleurs à des élus et comme aux parlementaires, sans en trouver une déclinaison législative, eût été malheureux. Donc j'ai fait ce choix de vraiment investir ces questions à la stratégie nationale biodiversité, et je le dis et je le redis, et je vous demande, si vous voulez bien, de passer le mot et le message et d'essayer de mobiliser autour de vous, autour de cette stratégie nationale biodiversité. On a décliné les outils qui doivent permettre à tous vraiment de s'exprimer, de mettre leur pierre à l'édifice de cette stratégie nationale biodiversité. Nous trouverons au fil du chemin les véhicules législatifs, comme c'est déjà le cas par endroits sur le projet de loi parquet européen, sur la justice environnementale, ou sur le projet de loi climat à la marge, le projet de loi 4D que vous attendez, j'imagine, comme moi. Donc, je pense que le débat ne pouvait pas attendre. Par contre, une loi en tant que telle, une convention citoyenne en tant que telle dédiée à ces sujets, c'était pas très réaliste en termes de calendrier. Donc, je vous invite tous à investir cette réflexion sur la stratégie nationale biodiversité. Merci.